Le nouveau Congrès, une des premières choses qu'ils ont faites, c'est d'abolir dans les comptes rendus du Congrès des mots comme père, mère, frère et sœur. Jean Bricmont, bonjour. Bonjour Vincent. On a vu dernièrement Trump être banni de Twitter, et pas que d'ailleurs, de Facebook également et d'autres réseaux sociaux, suite aux événements du Capitole. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Disons qu'il faut revenir un peu en arrière, d'abord avec les questions des élections. Bon, moi je ne suis pas convaincu qu'il a gagné les élections, et bon, il se peut que dans plusieurs années, on découvre qu'il y a eu des fraudes qu'on n'a pas mis en avant. Par exemple, en 1960, l'élection opposait Kennedy qui a gagné à Nixon, qui était le vice-président de Eisenhower. Et des années plus tard, Seymour Hersh, qui est un journaliste indépendant, en général considéré comme fiable et qui n'est pas de droite ou d'extrême droite, a écrit un livre pour montrer qu'en fait, à Chicago, les votes avaient été manipulés par l'appareil démocrate en faveur de Kennedy. Bon, j'en sais rien, mais on pourrait imaginer qu'on découvre des anomalies ou on montre des anomalies. Pour l'instant, rien n'est prouvé. Les tribunaux ont envoyé promener les plaintes des Trumpistes, mais est-ce qu'ils l'ont fait parce que les faits n'étaient pas établis ou ils l'ont fait pour des raisons de procédure? Franchement, je n'ai pas étudié la question. D'autre part, on pourrait vous dire qu'ils étaient aussi corrompus, peut-être, les tribunaux. Oui, mais j'ai du mal à croire qu'ils le soient tous, et en faveur de Biden, alors qu'il y a quand même un grand nombre de républicains dans les magistrats, tu comprends? Donc ça me paraît pas... Bon, je devrais passer énormément de temps pour examiner la question, tu vois, j'ai pas étudié la question en détail, j'ai pas vu. Mais ce qui est vrai, c'est que des tas de gens ont témoigné d'avoir vu des fraudes dans les bureaux de vote, sous serment. Et ça, si c'est sous serment, ils peuvent être poursuivis. Donc les démocrates, s'ils voulaient établir, au-delà de tout doute raisonnable, que les élections étaient fiables, ils devraient poursuivre ces gens, au moins certains d'entre eux. Et puis l'affaire viendrait sur le fond au tribunal, et si on montre qu'ils ont menti, ça renforcerait leur argumentaire. Mais ils ne le feront pas, évidemment. Le problème, c'est que le système, si tu veux, le système avec vote par correspondance, etc., est tellement lent, tellement lourd, etc., est tellement ouvert à des fraudes, parce que tu peux voter, il n'y a pas de carte d'identité, il ne faut pas oublier ça. Donc, tu peux montrer un permis de conduire. Qu'est-ce qui te prouve que tu es citoyen? Tu peux avoir un permis de conduire sans être citoyen. Donc, il y a des tas d'allégations de fraude qui me paraissent plus ou moins plausibles. Et de toute façon, et comme dit Glenn Greenwald qui vit au Brésil, le soir même, tout est compté, tout est transparent, etc. Tandis que dans le système américain, il faut plusieurs jours et c'est pas un système qui donne l'impression d'être transparent, tu vois. Et donc, évidemment, alors c'est ouvert aux contestations. Donc, une fois, moi, c'est pas nos affaires. Il faut pas se focaliser trop sur ces élections, parce que c'est pas nos affaires, c'est une affaire interne aux États-Unis. Mais le problème, on vient à Twitter. Le problème du 6 janvier, c'est que Trump a appelé de façon incendiaire ses partisans à aller manifester devant le Congrès quand ils officialisaient les votes. Soi-disant pour faire pression, mais il n'y avait aucune chance que ça marche, aucune. Alors un certain nombre de ses partisans, mais une minorité, ont pénétré dans le Congrès. Dans le locaux du Congrès, ont foutu un peu le bordel, mais pas la fin du monde, ils n'ont pas tué de gens, enfin bon, il y a eu des morts, mais ils n'ont pas commencé à fusiller les congressistes. Et évidemment, parler d'un coup d'État, ça c'est ridicule. Un coup d'État, c'est quand tu prends la TV, la radio, le Parlement, le gouvernement, etc., comme ils ont fait en Ukraine, comme ils ont fait avec Allende au Chili, comme ils ont essayé de faire avec Chavez. Enfin, ça, un coup d'État, c'est autre chose que quelques clampins qui vont faire des selfies au Congrès, quoi, hein, bon. Donc ça, cette histoire de coup d'État, ça ne tient pas debout. Est-ce que Trump a incité à la violence? Il a incité à la manifestation? Mais en quoi est-ce illégal? Je dis pas que je veux pas juger ça moralement, politiquement, etc. Est-ce que c'est illégal? Je vois pas en quoi c'est illégal, tu vois. Il y a d'autres personnes qui ont contesté des élections dans l'histoire des États-Unis. Et bon, tu as le droit de dire, voilà, non, c'est contesté, bon, c'est une opinion. Et tu as le droit d'inciter à la manifestation. Et si tu dis, j'appelle à manifester, mais s'il y a des débordements et des violences, alors la personne qui appelle à manifester, sans appeler à des débordements, explicitement, est responsable. C'est un vache précédent, hein. Parce que pendant la guerre du Vietnam, il y a eu des tas de trucs, il y a eu des tas d'attentats, il y a eu des tas de débordements, il y a eu des actions violentes. Mais on n'a jamais dit que les gens qui étaient opposés à la guerre, par principe, étaient responsables de ces attentats. Donc si tu acceptes ce principe, on va loin. Hein. Là, parce que n'importe qui peut être poursuivi. Et en plus, alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'ils sont rentrés dans le Capitole? C'est clair que la police n'était pas suffisante pour bloquer les gens. Pourquoi est-ce qu'on n'avait pas plus de police? Ça, c'est pas
Pourtant que je sache, c'est pas Trump qui a décidé ça, c'est pas de sa responsabilité. Alors pourquoi ils ont entre guillemets laissé faire, c'est-à-dire pas mis assez de police et alors il y a des gens qui disent c'est privilège blanc, ça j'y crois pas fort. D'autres disent c'est incompétence, c'est possible. Mais ce qui ne me paraît pas plausible, c'est que des gens avec un minimum d'intelligence qui seraient pro-Trump aient orchestré ce truc. Parce que ça a perturbé le moment où les députés, les congressistes pouvaient poser des questions sur le vote, parce que c'est ce qu'ils voulaient faire, débattre de la légitimité des élections. Il y avait quand même une centaine ou quoi de députés républicains qui voulaient questionner ça. Les manifestations ont réduit ça à 0. On n'en parle plus. D'accord? Donc toutes les contestations... Donc du point de vue de Trump, ce truc a été une catastrophe absolue. On peut dire qu'il est tombé dans un piège, on peut dire qu'il s'est tendu à lui-même un piège, je n'en sais rien. Il est dans toutes ces questions, comme le golfe du Tonkin, les couveuses en Irak, les armes de destruction massive en Irak, les armes chimiques en Syrie, etc., ou l'affaire de Skripal ou de Navalny, pour moi, il est urgent d'attendre. C'est-à-dire, suspendons le jugement pour le moment, attendons d'avoir plus d'informations, plus d'enquêtes, etc., et on saura peut-être la vérité d'ici quelques mois ou quelques années. J'en sais rien. Pour l'instant, j'en sais rien. Mais j'ai pas de preuve, si tu veux, qu'il a vraiment incité à la violence. Et je pense que c'est par extension, et cette sanction est dangereuse. Alors, le problème du compte Twitter. Bon. S'il est poursuivi, par exemple, pour incitation à la violence devant un tribunal avec du pour et du contre, mais maintenant, ça va être jugé au Sénat, et là, ça va être très partisan, tu vois, ça va être politique. Mais s'il y avait un vrai jugement, je pense qu'il ne serait pas condamné. Le problème de Twitter, c'est qu'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'appel, c'est eux qui décident, ils sont souverains. Alors l'argument de Twitter et ses défenseurs, mais c'est privé, ils font ce qu'ils veulent. Ça c'est vrai, mais ça c'est tout le problème des monopoles privés, tu vois. C'est en pratique un monopole. Alors est-ce qu'un monopole privé peut s'arroger ce genre de droit? On pourrait dire, mais pourquoi est-ce que les compagnies de téléphone ne pourraient pas écouter les conversations et quand ils entendent des propos racistes, antisémites, etc., ils disent, voilà, on vous coupe votre abonnement. On me dira que ça, c'est des conversations privées, dans les Twitter, c'est public, etc. Ça, c'est vrai. Mais je trouve que c'est un pas en avant vers une censure généralisée de dire Twitter a le droit de bloquer qui il veut. Alors, il faut aussi voir les implications. Par exemple, il y a un ex-député britannique très à gauche qui s'appelle Galloway, qui est insulté, antisémite, enfin, un truc habituel, sur les réseaux sociaux. Il s'est plaint à Twitter. Il dit, moi, ça va pas, vous devez interdire ça. Twitter dit, mais nous, on est une plateforme, on ne s'occupe pas des contenus. Maintenant qu'ils ont décidé de s'attaquer à Trump, ils sont responsables. Ils deviennent des éditeurs, si tu veux, des éditeurs responsables. Et donc, ils ont la responsabilité de tas de tweets insultants, calomnieux, etc. Ils ne vont pas en sortir si on leur fait des procès sans arrêt. Donc, en fait, le PDG de Twitter était assez hésitant, et le PDG de Facebook, Zuckerberg, a toujours été opposé à exercer la censure. On le force à exercer la censure, mais lui n'a pas spécialement envie. Parce qu'évidemment, le problème de la censure, c'est toujours où tu t'arrêtes. Il y a des députés républicains, maintenant, des congressistes républicains, qui disent « Comment vous arrêtez le compte Twitter de Trump Mais Maduro, dictateur Maduro, un compte Twitter, président iranien, un compte Twitter, Xi Jinping, un compte Twitter. » Et donc, hop. Dans la logique, vous l'avez supprimé. On a déjà supprimé, je ne sais pas, j'oublie toujours si c'est Facebook ou Twitter, le compte de la TV iranienne, le compte de Rand Paul, qui est un ancien congressiste républicain, qui n'est pas spécialement pro-Trump, mais qui est libertarien et totalement opposé aux interventions américaines à l'étranger, sans leur donner de raison. Galloway, cet ex-député britannique très à gauche, se plaint d'avoir perdu des centaines d'abonnés en une heure. Donc il va y avoir des répercussions, il va y avoir... Tu vois, c'est pour éviter, le problème de la censure, c'est toujours pour éviter le deux poids, deux mesures. Où est-ce que tu t'arrêtes, ils vont mettre des règles, tu vois. Ou bien c'est une plateforme, alors ils ne s'occupent pas des contenus, comme la compagnie de téléphone, si tu veux. Ou bien ils s'occupent du contenu, mais alors quelles sont les règles? Ça ne va pas être facile à déterminer. Et encore une fois, il n'y a pas eu de condamnation de Trump. Tu vois, s'il était condamné pour incitation à la violence, on pourrait faire une loi disant les gens condamnés pour incitation à la violence ou à la révolution, je ne sais pas quoi, n'ont pas le droit à ouvrir un compte Twitter. On pourrait faire une loi, mais alors il y aurait des lois, il y aurait des jugements, il y aurait des tribunaux. Disons que là, dans l'esprit de Twitter, c'était plus une censure préventive, pour prévenir une altération de l'intégrité de la démocratie américaine, etc. C'était plutôt ça. Oui, moi évidemment... Se plaçant dans le camp du bien. Oui, bien sûr, mais moi évidemment, il y a une autre remarque de fond à faire sur cette fameuse démocratie.
il y avait, maintenant il n'y a plus personne qui ose utiliser la terminologie marxiste, mais moi je suis un fossile marxiste, comme a dit un libéral belge, et j'ai tendance à parler de démocratie bourgeoise, c'est-à-dire que si la classe dominante possède des moyens d'information, les universités, des journaux, et pratiquement tout le système éducatif, et qu'il y a une idéologie qui est bien dominante dans la société, alors évidemment, les élections n'ont plus beaucoup de sens, parce que beaucoup de choses ne sont plus débattues, tu vois. Si tu prends la France, par exemple, comment est-ce qu'on débat de l'appartenance de la France à l'OTAN? En Belgique, c'est encore plus extrême. Jamais. Même à l'Union européenne, maintenant, on en discute un petit peu. Mais l'OTAN, pratiquement pas. C'est des choses acquises, mais donc des choses fondamentales qui nous entraînent dans des guerres, des conflits, etc. C'est des choses qui ne sont jamais débattues dans les démocraties. Et donc, il y a d'énormes limitations aux démocraties. Et finalement, les élections, bon, c'est beaucoup moins fondamental qu'on ne le pense. Et c'est beaucoup plus biaisé qu'on ne le pense. Et l'affaire de Trump, il ne rentrait pas dans le cadre. Tu m'as dit avant l'interview qu'il n'était pas progressiste. Moi, oui, évidemment, c'est pas... Au sens où moi, j'entends le mot, c'est-à-dire qu'il devrait être pour la paix, la justice sociale, etc. Il n'est sûrement pas progressiste. Mais ce qu'on entend par progressiste maintenant, c'est des choses franchement ridicules. Par exemple, le nouveau Congrès, une des premières choses qu'ils ont faites, c'est d'abolir dans le compte-rendu du Congrès des mots comme père, mère, frère et sœur. Tu te dis, mais en pleine pandémie, il y a 4000, je suis tous les jours le nombre de morts aux États-Unis, 4000 hier, 4000 avant-hier. Et on discute de savoir si on peut dire père et mère, on ne discute pas de savoir si on a une médecine pour tous, rien, on n'en parle pas. Tu te dis, mais, je veux dire, et ça c'est l'idéologie dite progressiste, je comprends. Quand je vois ça, je comprends que les gens soient furieux. Sociétalement, Trump n'était pas dans les clous progressistes, et c'est pour ça qu'il était d'ailleurs détesté par... Oui, mais dans sa campagne en 2016, il y avait un drapeau arc-en-ciel LGBT dans une de ses campagnes. Hein. Il ne faut pas exagérer non plus ce que Trump est. Mais Trump est vraiment irrité par ce genre de conneries comme cette histoire de frère, père ou l'écriture inclusive ici, etc. Il est hostile à l'immigration, mais ça, il n'est pas le seul. C'est probablement un thème très populaire, c'est probablement une des bases de sa popularité. Tu vois, le problème, c'est toujours qu'est-ce que tu appelles progressiste, tu vois. Évidemment, moi, je le trouve horrible, hein, je n'ai aucune sympathie pour Trump, mais pas pour ça, pas pour ce, tu vois. Ce que je reproche aux démocrates, c'est que je ne reproche pas, ce qu'ils reprochent à Trump, c'est précisément ce que je ne lui reproche pas, d'être un agent de la Russie, c'est complètement inventé, tu vois, mais je lui reprochais son hostilité à la Chine, mais ça, ils sont d'accord. Je reproche la politique en Arabie Saoudite qui commet un génocide au Yémen. Mais ça, de nouveau, ils sont d'accord avec ça, tu vois, ou ce qu'il fait avec Israël, ou le fait qu'en plein le 6 janvier, Israël, encore aujourd'hui, bon, bombarde la Syrie, il tue des gens en Syrie. Hein? Faites comme chez vous, vous êtes au Moyen-Orient, tout est à vous. Je veux dire, il n'y a aucune protestation. Et ça, c'est bien plus grave que les trois clampins au Capitole. Et c'est ça le problème aussi de la démocratie bourgeoise, c'est qu'on te focalise sur des trucs qui en fait, pour moi en tout cas, ne sont pas fondamentaux. Et López Obrador, le président mexicain, à mon avis, il est très lucide, parce que justement, il a compris les implications. Tu vois, si on supprime le compte Twitter de Trump, pourquoi on ne va pas supprimer le sien, par exemple, tu vois? Je veux dire, s'il dit des choses, par exemple, il a offert l'asile à Assange, ça en contrevient les normes, tu vois? Et donc, bon, on pourrait prendre des... Il n'est pas très radical, pour autant que je sache, c'est pas Chavez, mais il pourrait se tourner il pourrait devenir une espèce de Chavez si on décide de le diaboliser. Alors là, du coup, son compte Twitter saute aussi. Donc, il est très lucide et il veut mener une campagne internationale contre ces suspensions de compte Twitter. Alors, ça, c'est bien, mais qu'est-ce qu'il va faire? À quoi il va arriver? J'en sais rien. Mais moi, je trouve ça tout ça, c'est très dangereux, comme Assange. Moi, même Assange, c'est une exception. Non, c'est pas une exception, c'est un exemple. Et Trump, c'est un exemple. On fait un exemple. Parce qu'enfin, il a 80 millions de gens qui le suivent sur Twitter. Alors, les 80 millions, ils devraient quand même être frustrés, non? En plus, tu vois, c'est extraordinaire, c'est que Biden est venu avec un programme, on va réconcilier l'Amérique. Elle est divisée à mort, mais on ne sait pas très bien sur quoi. Parce que tu vois, des deux côtés, ils sont très capitalistes. Nancy Pelosi, qui est la présidente de la Chambre des représentants, qui l'est depuis une éternité, et qui est démocrate, et qui est un des personnages du Parti démocrate, elle a dit non. Un jour, on lui a dit, mais hein, il y a des gens qui disent, on veut entrer en question le capitalisme. Non, c'est un parti tout à fait capitaliste. Les républicains aussi. Ils sont impérialistes. On ne peut pas dire que Trump n'a pas été impérialiste. Il a mesuré le Venezuela, l'Iran, il a même bombardé la Syrie, il a assassiné Soleimani, etc. Donc,
Bon. Politique impérialiste. Alors on ne sait pas très bien c'est quoi, ils vont se disputer, ils vont se détester, c'est la question de père, mère, du pronom. Il y a aussi des pronoms, ça c'est aussi comique. J'ai un ami qui veut faire une thèse aux États-Unis en physique, il doit remplir un formulaire, et dans le formulaire il doit dire quel est son pronom préféré, comment on doit l'appeler. He, she, il y a 36 000 pronoms, si on est, tu vois, comment tu dois t'adresser à moi par exemple, il, tu, etc. Bon. Je veux dire, tu te dis, mais ils sont fous, quoi, qu'à la limite on en discute en privé, mais qu'on doit remplir un formulaire pour faire une thèse en physique, ça me paraît complètement absurde. Et donc tu as tous ces trucs qui ne sont même plus sociétals, parce que l'avortement c'est important, le mariage pour tous, c'est aussi important, ça change la vie des gens, mais c'est des trucs symboliques de mots, etc. Tu vois. Et alors il y a énormément de fantasmes. Il y a des fantasmes dans les deux camps. Dans les deux camps. Par exemple, Ocasio-Cortez, qui est la grande progressiste dans les congressistes, etc. Elle fait un discours, oui, j'avais peur, croyais qu'on allait me tuer, etc. Alors qu'il n'y a personne qui allait la tuer, il n'y a aucun risque qu'on la tue, tu vois. Mais il y a cette peur panique. Alors, il faut voir aussi, quand tu prends le dossier d'E-Steel, qui était un dossier que les démocrates ont utilisé contre Trump. C'était un dossier que, soi-disant, les Russes avaient contre Trump. Et dans ce dossier, et qu'ils ont soi-disant obtenu, etc., dans ce dossier, il était écrit que Trump avait engagé des prostituées dans un hôtel à Moscou pour uriner sur un lit dans lequel Obama et sa femme avaient dormi. Oui, c'est dans le dossier Steele, je peux t'envoyer les références. Non mais tu dis, ça va la tête. Je veux dire, que Trump soit un peu bizarre, je veux bien, mais pourquoi il irait payer des prostituées pour uriner sur un lit dans lequel Obama a dormi Mais c'est dans le dossier Steele qui a été utilisé pour montrer que les Russes avaient des trucs contre Trump et que par conséquent Trump était entre leurs mains. Oui. Trump a pris plein de mesures contre les Russes, plus que n'importe quel autre président. On a expulsé, il a pris des sanctions, il a fait tout le bazar. Ça suffisait jamais. Il était un joueur entre les mains des Russes. Je veux dire, c'est du délire à l'état pur. Mais de l'autre côté, évidemment, c'est du délire aussi à l'état pur. Parce que j'ai vu les Trumpistes, je crois que c'est les Trumpistes français, je ne sais pas, mettre l'oiseau de Twitter avec la faucille et le marteau. La faucille et le marteau. Moi, je suis assez vieux pour me rappeler de la faucille et du marteau. Je veux dire, le communisme, c'est pas Twitter, quoi. C'est pas des grands monopoles privés. Et les gens imaginent que tout ce qui est transnational, c'est communiste. Mais les communistes étaient nationalistes. Ils étaient internationalistes dans la collaboration entre les États, mais ils étaient tous nationalistes. Les communistes français, il n'y a pas plus nationalistes qu'eux, les communistes italiens aussi, à cause de la résistance et tout ça. Mais je veux dire, ils n'étaient pas du tout pour l'ouverture des frontières et tout ce que tu veux. Mais Trump lui-même est dans ce discours-là, quand il accuse Biden d'être un communiste, un féodé au Venezuela, etc. Oui, mais il délire. C'est très dangereux quand tu te trouves dans une situation, et ça j'insiste, dans les deux camps, tu n'as plus aucun rapport avec le réel. Tu n'as plus de voie raisonnable. Et donc, tu es dans une situation assez dangereuse. Si tu veux, tu as le problème de, comment dirais-je, de la peur généralisée. Les États-Unis grandissent, les Américains grandissent dans la peur de l'autre. Ils sont tous à parler de l'autre, mais il faut toujours avoir peur des Soviétiques dans le temps, des Russes maintenant, des Chinois, des Iraniens, et maintenant de leur propre population, de la partie hostile de leur propre population. Les suprémacistes blancs. Mais où sont les suprémacistes blancs? Moi, je ne sais pas. Il y a une youtubeuse américaine que j'écoute parfois qui s'appelle Kim Iverson, qui est en moitié d'origine asiatique, en moitié d'origine européenne, enfin par le père et la mère. Et elle dit, elle a grandi en Idaho, qui est un État des plus trumpistes ou les plus rouges, comme on dit, des États-Unis. Elle dit, j'ai jamais rencontré, j'étais la seule asiatique dans mon environnement, j'ai jamais rencontré un suprémaciste blanc. Et elle dit, dans ma famille, ce sont les Vietnamiens qui sont tous pour Trump, et les autres, et les gens qu'elle connaît qui sont pour Trump sont tous des gens dits de couleur, parce que maintenant on réutilise l'expression people of color, et tandis que les gens qui sont pour Biden sont blancs. Donc si tu veux, c'est pas si simple cette histoire de suprémacisme blanc, tu vois. Je sais pas où est exactement. Quand elle a dit, ça va remplacer antisémite, tu vois. Antisémite, ça commence à être usé. On dit, ouais, on voit très bien que l'actuation d'antisémitisme, c'est un truc pour Israël. Il y a de plus en plus de gens qui font le lien.
Et donc maintenant, on va t'accuser d'être un suprémaciste blanc, ça n'est pas défini. Quand on t'accuse, on ne doit pas prouver de quoi que ce soit. Si tu te défends, ça montre bien que... Si tu dis quelle est la définition, quand je dis mais la définition antisémite, ah, mais c'est la preuve que vous l'êtes. Mais avec suprémaciste blanc, ça va être la même chose. Et évidemment, et alors une fois que tu es accusé de ça, tu seras banni, tu seras marginalisé, etc. C'est nouveau cette idéologie progressiste avec des millions de guillemets qui permet alors à cette coalition, si tu veux, dominante, à ce bloc dominant de se maintenir au pouvoir. Le bloc qui est au pouvoir aux États-Unis, c'est un peu comme ici, c'est-à-dire tu as le grand capital, Wall Street, la Silicon Valley, etc., qui ont donné plus d'argent à Biden qu'à Trump. C'est déjà marrant, c'est ça la gauche. Les intellectuels, il y en a quand même beaucoup, il y a quand même beaucoup de professions intellectuelles. Et là, quand tu regardes en fonction du degré universitaire, le vote est massivement démocrate. Mais ça ne suffirait pas à avoir une majorité, mais alors il y a une minorité. Et les minorités, on les fait voter démocrates en entretenant la peur des suprémacistes blancs, des hommes pour les femmes. Et donc comme ça, tu as 4% des femmes noires qui ont voté pour Trump. Donc ça, c'est le groupe, si tu veux, où tu as le plus de votes pour Biden. Ah oui. Et donc, oui, bien sûr, et les Noirs votent massivement. Et donc, mais si, par exemple, les républicains étaient assez intelligents, mais ils ne le sont pas, mais s'ils étaient assez intelligents, pour réellement faire une politique sociale et attirer les électeurs noirs ou hispaniques... Si les républicains étaient de gauche, quoi. Oui, mais ils pouvaient l'être. Il l'était à l'époque de Lincoln. Lincoln, son parti, c'était les républicains. Et il y avait un disciple de Marx dans l'armée du Nord, en général. Donc, si tu veux, le Parti républicain était considéré comme un parti plutôt... enfin, en termes relatifs, il n'y avait pas l'opposition gauche-droite qu'il y a eu. De toute façon, maintenant, elle est différente. Mais s'il faisait une politique... Trump a été dans cette direction. Trump a eu plus de voix noires maintenant qu'en 2016. Et d'hispaniques aussi. Mais le problème, s'ils arrivaient à casser cette alliance entre le grand capital des intellectuels et une partie des travailleurs, alors ils gagneraient les élections. Hein. Mais avant la pandémie, le bilan économique de Trump, il me semble, était plutôt bon. Oui, mais moi, le problème, c'est que je ne suis pas économiste, et deux, je ne crois pas très fort aux économistes. C'est-à-dire, si tu veux, je pense... Parce que le problème, c'est toujours... Par exemple, si tu prends le plein emploi, l'emploi, d'accord? Ben, tu peux avoir je sais pas, très peu de chômage, mais ça peut être sous différentes formes. Ça peut être, bon, tu as un emploi industriel à vie, tu vois, avec une perspective de progrès dans ta carrière, etc. Et tu peux aussi travailler 6 mois chez McDonald's, être au chômage, et puis pendant 2 mois, puis travailler 6 mois encore dans un petit emploi. Mais les statistiques sont les mêmes. Il y a du plein emploi, enfin pas du plein emploi, mais il y a peu de chômage, tu vois. C'est ça la question. Quelle est la qualité des emplois? Trump a balancé des quantités inouïes d'argent aux milliardaires en coupure d'impôts. Alors évidemment, il y a toujours cet effet, comment dire en anglais, trickle down, le ruissellement. Il y a toujours le ruissellement ne marche pas vraiment, mais il y a toujours un petit effet, quoi, tu vois. Si tu rebalances de l'argent, ben, ils vont en investir une partie, tu vois. Alors il a essayé de prendre des mesures protectionnistes, mais je regardais ce matin des articles là-dessus. En fait, il n'a pas eu énormément de succès sur le, comment dirais-je, sur le protectionnisme. On pourrait dire qu'en 4 ans, c'est court. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Mais je pense que c'est surtout que Trump, tu vois, Trump n'a jamais eu, à mon sens, une stratégie cohérente et des alliés cohérents dans l'appareil d'État. Par exemple, il s'est entouré de néoconservateurs. Le type promet une politique... Parce que moi, je m'intéresse à la politique étrangère. Après tout, la politique intérieure américaine, c'est une question intérieure aux États-Unis, comme la politique chinoise. C'est une politique... Bon. Donc, c'est pas vraiment nos affaires. Mais la politique étrangère, si tu veux, il s'est entouré de néoconservateurs, comme Bolton, par exemple, tu vois. Et tu te dis, mais où est la logique? Il aurait pu prendre Ron Paul, ou Rand Paul, qui est son fils. Il aurait pu prendre des libertariens qui ont les mêmes idées économiques que lui, enfin pas tout à fait, mais qui sont de droite sur le plan économique, mais qui sont contre la politique d'intervention tous azimuts, tu vois. Moi, je pense qu'il y a énormément, tu vois, il y a énormément de sentimentalisme, de confusion. Je veux dire, si les gens sont prêts à croire que
que comment dirais-je, Twitter c'est communiste, alors ils sont prêts à croire beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous pensez de QAnon donc je résume les thèses de QAnon. C'est que les démocrates, donc du moins les dirigeants démocrates, sont donc des pédocriminels qui boivent du sang d'enfants régulièrement sacrifiés, etc. Et que Trump est en lutte contre ça justement, et donc fera arrêter ces dirigeants démocrates, et que donc lui c'est un combattant de la lumière et les autres des combattants de l'enfer. Ben, ça montre le problème qui se passe quand on abandonne l'enseignement, quoi. C'est un des problèmes qui m'inquiète dans les sociétés occidentales, c'est la perte de rationalité. Tu vois, dans les années 60, particulièrement en France, tu as eu Foucault, tu as eu tout le postmodernisme, bon, évidemment, c'était d'un tout autre niveau, mais tu as toutes ces attaques pour saper l'idée de rationalité, d'objectivité, de réalité, etc. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est ça ce qui est essaimé dans le reste de la société, mais je pense que tu as aussi l'enseignement. Moi, j'ai toujours été choqué aux États-Unis du bas niveau de l'enseignement. Évidemment, quand tu vas dans les universités d'élite et que tu vas dans l'élite dans ces universités, là, le niveau est très élevé. Mais c'est une toute petite fraction de la population. La majorité de la population est sous-éduquée. Une grande partie de leur réussite technologique, scientifique, etc., est due à des immigrés. Ils pillent les cerveaux des autres pays. L'Amérique latine, l'Europe, l'Asie. Plein de gens vont là et travaillent là. Moi, j'étais dans des réunions où il y avait un seul type qui était né aux États-Unis, dans des groupes de travail de scientifiques. Et donc, tu vois, ça c'est quelque chose de nouveau qui pose la question de qu'est-ce que ça veut dire faire société. Si tu dis, comme dit Thatcher, il n'y a que les individus en famille, la société n'existe pas, alors l'éducation n'existe pas. T'as pas besoin, parce qu'un système d'éducation, forcément, il est collectif. Il peut être privé, même d'une certaine façon, mais il est collectif. Tu vois, il appelle... les gens ne s'éduquent pas tout seuls, tu vois. Si tu abandonnes ça, ou tu détruis ça, ou tu trivialises ça, ou tu banalises ça, etc., alors que devient la société? C'est le genre de truc auquel les libéraux ne pensent jamais. Pas vraiment, en tout cas. Ils pensent vraiment parce que leur idéologie, c'est il n'y a que les individus, leur famille, et la société n'existe pas. Et ses conséquences sur la culture, sur l'enseignement, etc., sont énormes. C'est pour ça que moi, je ne suis pas d'accord avec les critiques de gauche, comme on en a avec la France insoumise ou le Parti du travail de Belgique en Belgique. Ah, c'est la faute du néolibéralisme. Oui, mais c'est beaucoup, beaucoup plus profond. Tu vois, l'hyper-individualisme. Par exemple, ce que Trump a essayé de combattre d'une certaine façon, mais qui, à mon avis, il n'y est pas arrivé, sont les problèmes des déficits avec la Chine. C'est-à-dire que le système économique américain a détruit les emplois aux États-Unis, non pas à cause des méchants communistes chinois qui ont volé, etc., mais parce que les capitalistes américains avaient intérêt à s'implanter en Chine, et ils l'ont fait, on l'a laissé faire. Du coup, ils réimportent des biens aux États-Unis, qui sont vendus à bon marché, à Walmart, aux travailleurs américains qui ont des emplois dans les services ou dans la bureaucratie ou je sais pas quoi, à la place de ce qu'ils avaient comme emploi industriel, qui gagnent beaucoup moins, mais ils maintiennent plus ou moins leur même niveau de vie en achetant à Walmart. Et en même temps, les Chinois, en pratique, prêtent aux États-Unis, ou bien les États-Unis font tourner à planche à billets, c'est un peu compliqué, mais en réalité, quand tu regardes les échanges et les déficits, tu vois que les Américains ne payent même pas vraiment les Chinois pour ce qu'ils achètent. Pourquoi les Chinois font ça, c'est leur affaire. Bon, je trouve que c'est pas très... Enfin, ils sont en train de changer de politique de toute façon, mais comment dirais-je, les États-Unis vivent d'une certaine façon à crédit, et c'est très difficile de descendre en degré d'alcool. C'est-à-dire, quand tu es dans cette situation-là, ça supposerait des sacrifices énormes que personne n'est prêt à faire pour réorienter l'économie, parce que tu devrais acheter des trucs produits aux États-Unis qui, par conséquent, coûteraient plus cher, etc. Et en plus, tu devrais cesser de faire tourner la planche à billets, parce que maintenant, Biden a un truc de stimulus de 3 000 milliards de dollars ou quelque chose comme ça, mais où il va les chercher? Il va taxer les riches? Bonne chance. Il ne va pas taxer les riches, donc c'est pas du tout comme Roosevelt qui a redistribué les richesses, il va faire tourner la planche à billets. Enfin, ça va être du quantitative easing, ça va être déguisé dans toutes sortes de noms, mais il n'a pas comme ça des sommes d'argent en réserve. Hein. Et donc moi, je pense que la société est dans une crise terrible, qui est en plus liée à ce syndrome de la peur généralisée de l'autre, la militarisation, on a des budgets militaires absurdes, qui ont été votés par les démocrates. Hein. Trump, c'est un fasciste, mais on lui a voté tous les budgets militaires. Donc voilà. Là, déjà ça suffit à réfuter tous les trucs sur le nouvel Hitler. Ce nouvel Hitler, pourquoi vous avez voté 700 milliards de dépenses militaires pour lui comme commandant en chef? Ça n'a aucun sens, tu vois.
Tous ces discours antifascistes n'ont aucun sens. Je veux dire, quoi qu'on pense des socialistes et des communistes allemands, ils n'ont pas voté. Enfin, ils n'avaient pas le choix de voter, ils étaient en prison, donc ils ne pouvaient plus voter, mais s'ils avaient été capables de voter, ils n'ont pas voté les budgets militaires pour Hitler, tu vois. Je veux dire, tu as un problème, enfin, moi je trouve qu'il y a, une crise de la société, mais une crise qui est multidimensionnelle. On ne parle même pas de l'écologie, qui est multidimensionnelle, qui est culturelle, qui est idéologique, qui n'est pas seulement économique, tu vois. Le Trumpisme est loin d'être mort. Mais ça, j'en sais rien, parce qu'ils vont tout faire pour le mettre en prison, le poursuivre, etc. Mais le problème, c'est toujours qu'est-ce que tu appelles le Trumpisme. Tous ceux qui le suivent, ils sont nombreux. Oui, ça c'est vrai. Oui, ça c'est vrai. Ils sont dans une. Je pense que, tu vois, quand Biden dit qu'il veut réconcilier les Américains, et puis il traite de terroristes les gens qui sont rentrés dans le Capitole, ça prouve qu'il ne veut pas de réconciliation, parce que les gens ils ont commis un délit, on est d'accord. Mais ce n'est pas des terroristes. Des terroristes, il y aurait des trucs qui auraient sauté, d'accord. Quand il y a eu le 11 septembre, il y avait des vrais terroristes. Là, tu fais sauter des trucs, mais là, ils n'ont rien fait sauter. Ils n'ont pas mis de bombes. Enfin, il y a eu on a trouvé des armes. Des dégradations, quoi. Oui, d'accord, mais alors... Au maximum. Oui, mais est-ce qu'on a dit que les Gilets jaunes étaient des terroristes? Ils ont fait des dégradations. Je pense qu'on a pu l'entendre, ouais. Non? Terroriste, mais peut-être. À confirmer, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on retrouve ça. Macron, non, mais il faudrait voir si le chef de l'État a dit ça. Hein. Je veux dire qu'un éditorialiste du Figaro ou de Libération dit ça, c'est possible. Mais écoute, je ne sais pas. Moi, je ne veux pas prédire le futur. Pour ce qui est de Twitter et compagnie, moi, je ne pense pas qu'ils vont réussir à empêcher les gens de s'exprimer sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a d'autres réseaux sociaux. Il y a Telegram, il y a VK, je sais pas. Ces trucs-là peuvent prendre de l'ampleur au fur et à mesure qu'ils essaient de contrôler Twitter et Facebook. Hein. Pour les gens qui ont des opinions dissidentes. Évidemment, beaucoup de gens mettent des photos de chiens et de chats sur Facebook et vont continuer à le faire, ça c'est vrai. Mais est-ce qu'on va pouvoir développer des médias alternatifs? Prends Huawei. Moi j'ai un téléphone Huawei. Huawei, ils ont leur propre système Google. Donc tu peux te débarrasser de Google. Maintenant, les Chinois développent les communications, et ça c'est réellement sécurisé, les communications quantiques. Ils ont crypté quantiquement avec des algorithmes quantiques, si tu veux, des méthodes de mécanique quantique. Et ça, c'est absolument indéchiffrable. Même pour le gouvernement chinois, parce que c'est un peu ça le soupçon, quoi, d'ailleurs que Trump répandait. Ben, ça dépend. Oui, non. Si tu utilises la cryptographie quantique, c'est indéchiffrable. Mais évidemment, peut-être qu'eux ne le font pas pour eux-mêmes. Ça, je ne sais pas ce qu'ils font pour eux-mêmes. Mais si tu vas utiliser le téléphone comme ils le font, si c'est vraiment... Bon, je ne vais pas étudier la question en détail, mais je connais le principe. Et le principe est que quand tu utilises ça, c'est indéchiffrable. Mais par exemple, tu vois, l'argument de Twitter, vous n'avez qu'à créer votre propre application. Alors, il y a ce truc qui s'appelle Parler, là, par là. Ouais. Et ça, ils ont tout fait pour la détruire. Donc, mais il faut encore voir si ça va marcher. Moi, je ne suis pas convaincu que ça va marcher. Point de vue purement technologique. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, idéalement? Est-ce qu'il ne faudrait pas nationaliser, mais... Enfin, ça, tu peux toujours courir pour nationaliser ici des firmes américaines. Hein. Oui. Tu sais, moi, je me rappelle d'une époque où les communistes vendaient du dimanche dans la rue et en Italie, les communistes couvraient les murs et les affiches politiques. Hein. Pour la Révolution française, il n'y avait pas Twitter, Google, etc. Je veux dire, il y a moyen de se débrouiller pour faire de la propagande politique sans ces applications. Hein. Donc, moi, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais je ne crois pas, si tu veux, que tu vas réduire au silence des gens avec ce genre de méthode. Maintenant, il est possible qu'ils arrivent à faire du courant. Tu vois, il se pourrait que le courant trumpiste fasse sécession du Parti républicain, et que alors que chacun séparément soit incapable de gagner les élections. Tu vois, ça c'est peut-être la tactique des démocrates pour rester au pouvoir. Tu aurais 3 partis. Bien sûr, bien sûr. Et alors, évidemment, dans les élections, comme c'est des scrutins majoritaires à un tour, en pratique, ça pourrait diviser les voix de la droite. Ça pourrait créer un espèce de Front National. S'il n'y avait pas le Front National, si tout le Front National était républicain, d'ailleurs. Républicain, ou même LRM, il serait majoritaire. Donc,
Et Mitterrand a eu cette idée génie, donc ils font peut-être un truc à la Mitterrand pour essayer de créer 2 partis à droite. Tu vois, la grande erreur de la gauche, aux États-Unis, il n'y avait pas vraiment de gauche, mais il y avait quand même une tradition très, très modérément social-démocrate chez les démocrates. Mais ici, c'est encore pire, parce que s'il y avait une certaine gauche, c'est qu'avec la chute du mur, tu vois, ils se sont dit, bon, l'économie, on s'en occupe plus. Le communisme, ça a échoué, le socialisme, ça a échoué, la social-démocratie, ça a échoué, ce qui n'est pas vrai, mais ils ont raisonné comme ça. Et l'économie, ça doit être géré par des techniciens. C'est une science exacte. Quand Tony Blair est venu au Parlement français, il parlait très bien français d'ailleurs, à l'Assemblée nationale, il a dit l'économie n'est ni de gauche ni de droite. C'est une science. Mais ce qui est vrai, c'est que la gauche a appris à gérer l'économie aussi bien que la droite. Donc, voulant dire lui, évidemment. Mais une fois que tu retires la question économique du débat gauche-droite, qu'est-ce qui reste? Ben, il reste le sociétal. Et le sociétal, c'est vite épuisé, parce que l'avortement, on ne peut pas l'avoir 2 fois, la contraception, elle existe depuis longtemps, le mariage pour tous, il est là, etc. Il est là dans beaucoup de pays. Au Brésil, par exemple, le mariage pour tous existe. Donc, si tu veux, dans des pays en principe conservateurs ou traditionnellement catholiques, ça existe. Donc maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois t'occuper au pronom, tu dois t'occuper de ne plus utiliser des mots comme père et mère, des trucs comme ça. Le racisme, ça c'est... Oui, mais le racisme, qu'est-ce que ça veut dire? Le racisme, ça veut dire qu'on surveille des phrases. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je suis contre le racisme, mais qu'est-ce que ça veut dire en pratique? On s'indigne chaque fois qu'il y a une phrase, tu vois, une petite phrase. C'est le carburant de la gauche pour exister. Oui, mais avoue que c'est pas grand-chose. Tu vois, c'est pas grand-chose comparé à la socialisation des moyens de production, ou même partiellement. Tu vois, par exemple, il y a au moins 3 possibilités. Il y a une, c'est l'idéologie du marché libre, qui n'est évidemment pas un marché libre parce qu'on pompe plein d'argent dans des grandes entreprises ou les banques pour les sauver quand elles sont en perdition, etc. Le modèle étatique soviétique, si tu veux, et puis une économie mixte, qui était celle de la France de Gaulle, qui est celle de la Chine aujourd'hui, et qui existait dans une certaine mesure, dans une moindre mesure aux États-Unis, avec des taux d'imposition élevés sur les hauts revenus, avec un certain nombre d'investissements publics, etc. Et maintenant, tout ça, on s'est rabattu sur le modèle dit du marché libre. Je dis du marché libre parce que c'est pas vraiment un marché libre, mais l'idée, c'est que l'État ne doit pas intervenir, en tout cas pas intervenir positivement. Il peut réparer les bobos, il peut essayer de donner, faire un peu de charité, etc., avec les pauvres et tout ça, mais il ne doit pas intervenir, il ne doit pas avoir un rôle directeur dans l'économie, il ne doit pas investir d'investissements de masse, etc., comme il l'a fait dans le passé. Et à partir du moment où la gauche a accepté ça, ben, elle a creusé sa tombe et c'est pas possible. Alors évidemment, l'idée aussi, c'était qu'avec la chute du mur, la contestation sociale allait s'arrêter, tout le monde allait être content, t'as qu'à dire ce qu'on a écrit sur le traité de Maastricht, y compris à gauche, ça allait être merveilleux, etc., etc. Et le mécontentement n'a pas baissé. Plein de gens sont frustrés, plein de gens ont vu disparaître leur emploi, voient que leurs enfants à l'école n'apprennent rien, sont frustrés pour toutes sortes de raisons, ils ont des questions d'immigration, etc. Tous les trucs, on a dit, mais maintenant on est tous contents, on est tous heureux, on a créé cette couche intellectuelle de journalistes, d'universitaires, etc., qui sont en fait le cul dans le beurre et qui sont contents, et qui tiennent tout le monopole du discours. Et le peuple, il est horriblement frustré, on lui crache au visage, il n'est pas content, etc. Et c'est ça ce qui explique le populisme. C'est pas seulement les dégâts économiques du libéralisme, mais aussi du symbolique du libéralisme. C'est-à-dire, nous, on est riches, enfin, pas les riches, mais les intellectuels, on a gagné. Et alors, évidemment, c'est ça ce qui explique le phénomène Trump. Et aussi Front National, ici, enfin, d'autres trucs dans le même genre. Mais Trump n'a pas de solution. Trump n'est pas une solution, à mon avis. Mais, et je pense que les Trumpistes français se font le doigt dans l'œil. En plus, il n'est pas français. Trump s'en fout de la France, donc c'est pas du tout une solution pour les Français de s'appuyer sur Trump. Mais il n'y a pas de... Tu vois, le fait qu'il n'y a pas d'alternative ne veut pas dire qu'il y en a une autre. Que je vois absolument pas ce qui pourrait, tu vois, sortir de cette fausse opposition entre ce que tu appelles les progressistes, que moi j'appelle des réactionnaires, mais qui sont cette fausse gauche, si tu veux, d'un côté, et puis le trumpisme de l'autre. Tu vois, je vois pas comment on va créer une alternative, une troisième. Maintenant, dans le temps, c'était la droite qui parlait de la troisième voie, mais tu vois. Mais ici, je sais pas où on va trouver la troisième voie par rapport aux trumpistes d'un côté et aux libéraux de l'autre.
Jean, merci beaucoup. Merci Vincent. Voilà.